Merci beaucoup Jean-François pour ces mots élogieux. Je te demande pardon, mais j'ai pas prévu 20 ans, j'ai prévu 60 ans. Ma question, c'était de dire, mais qu'est-ce qu'il y a de neuf dans le développement des vaccins depuis, disons, le milieu du siècle dernier? Et il y a eu beaucoup de choses nouvelles. D'abord, il y a eu un nombre considérable de nouveaux vaccins que j'ai listés ici, et la liste est certainement incomplète. Mais vous voyez l'hépatite B contre le cancer du foie, les papillomavirus contre le cancer du col utérin, les rotavirus contre les diarrhées infantiles, tout récemment le virus de la dengue, le vaccin est en cours de commercialisation aux Philippines, au Brésil, etc. Des maladies dues à des bactéries, en particulier des pneumonies à Haemophilus ou à pneumocoque, les méningites à méningocoque dont on reviendra dessus tout à l'heure. Et puis, en médecine vétérinaire aussi, je dois dire que je suis moins bon en médecine vétérinaire qu'en médecine humaine, mais je vous rappelle quand même le problème de la rage salvatique, c'est-à-dire la rage du renard, qui dans les années 90, si j'ai bonne mémoire, envahissait progressivement la France, progressait de 20 à 30 km tous les ans, etc. Ça venait vers Paris. Et ce qui a permis d'arrêter ça, c'est la vaccination par un vaccin qu'on dira recombinant, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, qui utilisait le virus de la vaccine comme support et dans lequel on avait inséré le gène qui codait pour la protéine G, qui est la protéine d'enveloppe du virus de la rage. Et ça, on mettait ça dans des appâts qui, paraît-il, avaient goût de poulet, je ne sais pas, j'ai jamais goûté, et on jetait ça par hélicoptère dans les forêts. Les renards s'en emparaient, mangeaient et ils se vaccinaient buccalement. Et ça arrêtait complètement la rage salvatique, la progression de la rage salvatique. J'ai mentionné aussi la peste bovine, parce que ça aussi c'est une grande avancée. La peste bovine qui frappait beaucoup les buffles, les animaux sauvages, a été complètement éradiquée, comme la variole. C'est la maladie des animaux qui est éradiquée au même titre que la variole pour les maladies humaines. Et ça, c'était il y a seulement quelques années. Alors, deuxième progrès considérable depuis ces 60 ans, c'est la sécurité des vaccins. Alors, d'abord, la sécurité des vaccins viraux. Aujourd'hui, tous les vaccins viraux sont produits en culture de cellules. Et en particulier, il y a une lignée cellulaire qui s'appelle la lignée Vero, qui est originaire d'un rein de singe, et qui est une lignée parfaitement contrôlée, standardisée, et qui ensuite est transmise d'un laboratoire à un autre. Donc tout le monde prend le même substrat pour faire pousser son virus, ce qui amène un élément de sécurité considérable par rapport à, si vous vous souvenez, par exemple pour la polio, on tuait des singes pour prendre leurs reins et mettre les reins en culture. Pareil pour la rage avec la moelle épinière, comme on l'a rappelé. Donc un progrès considérable de ce point de vue-là. Deuxième progrès que j'ai cité au passage, là, c'est le fait qu'on a remplacé les vaccins qui provenaient d'origine naturelle par des vaccins, en particulier produits par génie génétique. C'est le cas du vaccin hépatite B. Je vous rappelle qu'en 1983, il y a eu une conférence qui s'est tenue à l'Institut Pasteur, où les Américains sont venus en disant « Mais dites donc, votre vaccin hépatite B, il est fait à partir de plasma de porteurs chroniques. Vous avez vérifié que ces gens-là, ils n'ont pas le sida ?» À l'époque, il n'y avait pas encore le test pour vérifier, donc évidemment, on ne faisait rien. Et du coup, ça a entraîné cette modification. On a dit on arrête complètement d'utiliser du plasma de porteurs chroniques parce qu'il pourrait aussi avoir d'autres virus derrière. Alors ensuite, sécurité des vaccins bactériens, eh bien, le point le plus essentiel, je crois, c'est le remplacement de ce qu'on appelait les vaccins corps entiers, c'est-à-dire des bactéries entières qui étaient tuées et qu'on injectait comme ça, par des vaccins sous-unités qui sont beaucoup moins réactogènes. Ceux qui ont connu ou qui se rappellent leurs souvenirs d'enfance, la vaccination contre la typhoïde, le para B, etc., c'était épouvantable, les conséquences secondaires. Bon. Ben aujourd'hui, il y a un antigène purifié qui s'appelle l'antigène VI, et ça se passe très bien.
C'est un peu la même chose pour la coqueluche. La vaccination contre la coqueluche chez les jeunes enfants, c'était terrible comme conséquence. Il y avait des fièvres, etc. Aujourd'hui, on utilise des protéines purifiées, la toxine de la coqueluche et puis divers antigènes de surface, ça dépend des producteurs, et c'est très très bien toléré. Alors un petit peu dans le même ordre d'idées, j'ai mentionné le développement des vaccins conjugués qui ont modifié considérablement la scène des vaccins bactériens, qu'il s'agisse des méningocoques, des pneumocoques, de l'hémophilus, etc. Chez toutes ces bactéries, ce sont les sucres de la capsule bactérienne qui sont inducteurs d'anticorps protecteurs, d'anticorps bactéricides. Donc l'idée, c'est éventuellement de prendre ces polysaccharides et puis de les injecter tels quels. C'est ce qu'il fait avec le pneumo 23, par exemple. Mais c'est pas très immunogène. Il n'y a pas beaucoup de mémoire immunitaire que ça induise, etc. Et du coup, on a eu l'idée de conjuguer ces sucres, ces polyosides, à des protéines porteuses. En particulier, par exemple, à la natoxine diphtérique. Et du coup, vous avez un vaccin mixte, diphtérie et méningo. Mais en tout cas, il protège drôlement bien contre le méningo et sans effet secondaire. Donc ça, c'est quand même d'énormes progrès. On a aussi augmenté le nombre de valences que couvraient beaucoup de ces vaccins. Je pense par exemple encore récemment au vaccin conjugué pneumocoque Prevnar, qui s'appelait le Prevnar 7, parce qu'il y avait 7 valences. Aujourd'hui, on a le Prevnar 13. Même chose pour le vaccin contre les papillomavirus. Vous savez qu'il y a le Cervarix qui est bivalent, il y a le Guardazil qui est quadrivalent, et en ce moment, il y a le vaccin nonavalent qui est sorti aux États-Unis, qui va venir en France bientôt, et qui couvre 90% de toutes les souches de papillomavirus impliquées dans des cancers du col, alors que jusque-là, on était limité à peu près à 70%. Amélioration de l'efficacité aussi avec les adjuvants eau dans l'huile, en particulier l'utilisation du squalène. Il y a un adjuvant qui s'appelle le MF59 et qui a été extrêmement, par exemple, porteur parce que quand on a voulu faire un vaccin contre la grippe aviaire, la fameuse souche H5N1, on s'est rendu compte qu'avec le vaccin qu'on avait jusque-là, adjuvé à l'hydroxyde d'aluminium, on n'y arrivait pas, c'était pas suffisamment immunogène. Et là, on l'a mélangé avec du squalène, avec cet adjuvant MF59, et là, formidable, le vaccin marchait. Donc, beaucoup d'améliorations, beaucoup de progrès, mais je pense que le plus grand des progrès auxquels on est assisté dans ces 30, 40 dernières années, c'est l'utilisation des techniques du génie génétique. Alors, très très brièvement, et pardonnez-moi si c'est un peu simpliste, l'idée c'est qu'à partir d'un génome, on sait isoler, analyser les gènes. Donc on va isoler un gène, celui qui code pour la protéine vaccinante, on va l'insérer dans un vecteur. Ce vecteur, ça peut être un ADN plasmidique de bactéries ou ça peut être un virus. Dans le premier cas, on va faire exprimer ce plasmide dans des cultures de bactéries. Dans le deuxième cas, on va le faire exprimer dans des cultures de cellules animales ou végétales. Alors, un peu plus de détails. Si on regarde dans le domaine de l'expression des antigènes vaccinants, on a aujourd'hui des vaccins qui sont exprimés dans des levures en culture. Par exemple, l'antigène HB1, l'antigène de surface du virus de l'hépatite B, ou l'antigène L1, qui est la protéine de capside des papillomavirus, et qui servent de base au vaccin. On peut le faire aussi en culture de cellules d'insectes. On a des virus d'insectes que l'on va traiter comme virus recombinants qui vont induire la synthèse de l'antigène en question. On va le purifier après, c'est l'antigène L1 des papillomavirus. Idem en cellules animales. Je vous rappelle que le vaccin mis au point dans le groupe de Pierre Thiollet à l'Institut Pasteur, c'est en cellules de hamster, CHO. Et plus récemment, il y a des essais de fabriquer des protéines vaccinantes dans des cellules végétales. Par exemple, l'hémagglutinine du virus de la grippe, qui est la base du vaccin grippal. Eh bien, il y a à l'heure actuelle une compagnie américaine qui a des champs de tabac et qui inocule ces plants de tabac avec un recombinant agrobacterium ou autre qui exprime l'hémagglutinine. Et après, il n'y a plus qu'à prendre les feuilles, les broyer, on purifie l'antigène et on fait le vaccin. Donc, c'est remarquable comme effet.
Deuxième progrès dû au génie génétique, c'est la fabrication de vaccins recombinants. Alors, ces vaccins recombinants, c'est par exemple les souches bactériennes hybrides de BCG renforcées. Anne-Marie y a fait allusion. On s'est rendu compte que le génome du BCG avait perdu beaucoup de gènes par rapport au génome de la mycobactérie sauvage. Et que dans ces gènes, il y en avait qui codaient pour des protéines vaccinantes. Donc du coup, l'idée, ça a été d'aller repêcher les gènes en question et de les remettre dans le BCG. Tout ça, c'est bien sûr pour l'instant tout à fait expérimental, c'est en cours d'étude, mais ça fait partie des progrès que l'on peut espérer voir se concrétiser rapidement. Antigènes hybrides, il y en a un dont vous avez entendu parler, c'est le vaccin contre le paludisme, le vaccin RTS-S. RTS-S, oui. On a pris une partie de la protéine du sporozoïte du plasmodium et on l'a recombinée avec l'antigène HBS du virus de l'hépatite B. L'antigène HBS, il est produit donc naturellement, il va être purifié, etc. Mais cet antigène-là, il est recombinant, il est porteur d'un motif qui est celui du plasmodium. Et donc ce vaccin va induire des anticorps contre le plasmodium et contre donc le paludisme. Les essais qui ont été faits jusqu'à présent avec ce vaccin RTS-S sont assez intéressants chez les très jeunes, un peu moins dans certaines classes d'âge. Le vaccin n'est pas encore sur le marché, mais il devrait l'être, parce que c'est le seul qui existe contre le paludisme. Il devrait l'être prochainement. Autre développement, c'est celui des vaccins vectorisés. Alors les vaccins vectorisés, c'est ceux donc qui ont un vecteur dans lequel on va insérer le gène voulu. Et parmi ce vaccin, il y a des vaccins expérimentaux contre le VIH. Vous avez sans doute entendu parler du seul essai clinique d'un vaccin anti-VIH qui ait donné des résultats de protection en Thaïlande. C'était il y a maintenant déjà 6 ans. C'est un vaccin à base d'un vecteur canarypox, c'est-à-dire variole des canaris. Donc c'est l'équivalent du virus de la vaccine. Le virus de la vaccine, c'est pour la vache. Le virus du canarypox, c'est pour le canari. Et chez l'homme, c'est un virus qui ne fait rien, il est parfaitement bien toléré. Donc le recombinant va permettre d'exprimer des protéines du VIH. Vous avez aussi certainement entendu parler du vaccin contre Ebola, le vaccin à base d'un vecteur VSV, c'est-à-dire virus de la stomatite vésiculaire, qui est le seul à l'heure actuelle à avoir pratiquement atteint les résultats d'études cliniques normales. Malheureusement, comme l'épidémie s'est arrêtée avant en Guinée, Sierra Leone et autres, ils n'ont pas pu compléter vraiment la phase 3, mais les résultats qu'ils ont obtenus sont tout à fait encourageants. Il y avait 100% de protection. Et puis alors, contre la tuberculose, il y a aussi des vaccins expérimentaux qui sont à l'étude à base d'adénovirus, à base de virus de la vaccine, MVA, etc. Mais je voudrais vous parler d'un cas très particulier et très intéressant, c'est celui du vaccin contre la dengue. La dengue, vous savez, c'est une maladie virale, elle est transmise par les moustiques, en Asie, en Océanie, en Amérique du Sud, etc. Et chaque année, il y a plusieurs centaines de milliers de cas avec des milliers de morts, surtout chez les enfants. Il y a 4 virus qui sont responsables de la maladie, qu'on appelle dengue 1 à dengue 4, et il n'y a pas de vaccin. Alors à côté de ça, la fièvre jaune, c'est une maladie virale elle aussi. Elle est très souvent mortelle. Elle est aussi transmise par des moustiques, surtout en Afrique et en Amérique du Sud. Et là, il existe un très bon vaccin qui a été développé au Rockefeller à New York en 1935 par Max Taylor, en passant en série sur une poule la souche de virus de la fièvre jaune. Ça rappelle le schéma qu'on a vu tout à l'heure où on passait de lapin en lapin. Là, on passe d'œuf en œuf. Et à la fin, on obtient cette souche qui s'appelle 17D et qui est utilisée depuis 1935 comme vaccin vivant atténué dans le monde entier. Et ça induit une très bonne protection qui peut durer jusqu'à 10 ans et même davantage. Alors du coup, on s'est dit, mais au fond,
comme les 4 virus de la dengue et du virus de la fièvre jaune appartiennent à la même famille de virus, les flaviviridés, leurs génomes sont organisés exactement selon le même modèle. Alors, l'immunité contre la fièvre jaune, on a déterminé, c'était conféré par les protéines de l'enveloppe du virus. Et on s'est dit, au fond, on va faire des virus chimères. On va, dans le génome de la souche 17D, retirer les 2 gènes pré-M et E de fièvre jaune, et on va les remplacer par les gènes correspondants des 4 virus de la dengue, dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4. Et donc, on va créer 4 virus hybrides, chimères, 17D, dengue. Alors, ça, c'est le schéma qui vous le montre. On voit en haut le génome de la fièvre jaune, pardon. On retire la partie PRME en jaune et on la remplace par la partie PRME en rouge qui viennent d'un virus de la dengue, de l'encéphalite japonaise, etc. Et puis, du coup, on reconstitue ainsi un ADN complémentaire chimérique qu'on va transcrire en ARN et ça va ensuite permettre d'infecter des cellules dans lesquelles il va se répliquer et produire un vaccin, c'est-à-dire un virus chimère, atténué comme le parent 17D, mais qui exprime l'antigénicité d'enveloppe des virus de la dengue. Donc un nouveau vaccin vivant atténué contre la dengue, qui est, comme je vous le disais tout à l'heure, en cours de commercialisation, Philippines, Brésil, Mexique. La même chose a été faite pour l'encéphalite japonaise, et le vaccin est déjà commercialisé au Japon, et d'autres virus chimères sont en cours de développement. Autre méthode particulière liée au génie génétique et très intéressante, c'est ce qu'on appelle la vaccinologie inverse, reverse vaccinology. Ça s'applique au méningite à méningocoque B. Le méningocoque B ne peut pas, comme les méningos A, C, Y ou W135, ne peut pas donner des vaccins à base de polysaccharides, parce que la composition des polysaccharides de ces souches-là sont très voisines de celles des polyosides du soie, en particulier de cellules nerveuses. Alors du coup, on a fait des vaccins qui étaient des vaccins très limités dans leur utilisation, jusqu'au moment où Rappioli a inventé cette reverse vaccinology, vaccinologie inverse, en se disant, mais au fond, ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse identifier les antigènes qui pourraient servir de base dans un vaccin méningocoque B, qui serait universel, c'est-à-dire des antigènes qui codent pour des antigènes potentiellement vaccinants, par exemple les protéines de membrane, les protéines de surface, etc. On va isoler ces gènes, on va les insérer dans des plasmides, on va donc les faire exprimer dans des bactéries, et on va regarder pour quel produit ils codent. Est-ce que ce produit est capable, lorsqu'on l'injecte à des souris, d'induire des anticorps protecteurs? Donc vous voyez, la démarche est extrêmement compliquée. Elle est schématisée ici, voilà. On part du génome d'un des méningos B, il y a 600 phases ouvertes de lecture, on en exprime 350 dans Escherichia coli, on les purifie et on s'en sert pour pour immuniser les souris, et puis ensuite, on identifie comme ça des protéines de surface, et de là, on arrive à la notion qu'il y a 28 antigènes qui sont capables d'induire des anticorps bactéricides, donc 28 antigènes qui pourraient faire partie d'un vaccin. En fait, ils se sont arrêtés avant, ils sont arrêtés à 5, ils ont retenu 5 gènes pour faire un nouveau vaccin méningocoque B universel, donc qui est valable sur tout le monde, la planète entière, et qui est déjà commercialisé, comme vous le savez. Applications autres pour le staphylo, pour le strepto, peut-être le gonocoque, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont en cours. Alors pour le futur, en fait, il y a 3 buts principaux. Le premier, c'est de créer des vaccins nouveaux. Nouveaux vaccins, par exemple, contre la bronchiolite, par exemple contre Ebola, et par exemple contre le VIH. Et là, le problème du VIH, c'est qu'à l'heure actuelle, on n'a que des avancées partielles et on n'arrive pas encore à faire véritablement un vaccin. J'y reviendrai dans un petit moment. Pour les bactéries, c'est un peu la même chose. La tuberculose, comme Anne-Marie le rappelait, le BCG ne protège pas l'adulte contre la tuberculose pulmonaire.
C'est d'autant plus grave en ce moment qu'avec le sida, dans les pays en développement, il y a une recrudescence de tuberculose, une recrudescence majeure. C'est la même chose pour le staphylo, les shigelles, le machin, etc. Et puis les vaccins contre les parasites, le palu, les leishmanioses, les trypanosomiases, etc. Donc ça, c'est le premier but. Deuxième but, ce serait de créer des vaccins universels. Et je me réfère en particulier aux vaccins contre la grippe. Rappelez-vous, chaque année, on est obligé de se refaire vacciner avec un nouveau vaccin qui s'adresse aux souches en circulation et qui varie d'une année à l'autre. Si on pouvait faire un vaccin qui protège contre toutes les souches, on aurait une vaccination aujourd'hui et ensuite, pendant 5 ans ou 10 ans, on pourrait se reposer avant éventuellement de se faire un rappel. Donc, ces vaccins universels, c'est encore pire dans le cadre du VIH, parce que le VIH, il a une variabilité absolument extraordinaire. Et je me souviens très bien, c'était une expérience personnelle, nous avions, avec mes collègues de Pasteur, développé un vaccin qu'on a essayé chez les chimpanzés, et on a éprouvé les chimpanzés ensuite avec le virus que Montagnier ou Françoise Barré nous ont passé. Bon, très bien. Formidable, c'était en 90-91, les animaux étaient protégés. On était extrêmement fiers, vous pensez. Genentech a fait la même expérience au même moment avec d'autres souches de virus, même résultat. C'était génial. Alors, jusqu'au moment où on a essayé d'éprouver nos animaux vaccinés avec des virus autres que le virus de Montagnier. Et là, à ce moment-là, il n'y a plus de protection du tout. Et pour finir l'histoire, les Américains de Genentech, eux, ils ont continué. Ils se sont dit, ouais, ça c'est des chimpanzés, c'est des histoires d'animaux, c'est pas bon. On va aller chez l'homme. Ils ont fait 2 expériences cliniques, 2 études cliniques chez l'homme. L'une aux États-Unis, aux Caraïbes, et l'autre en Thaïlande. Et les 2 ont été des fiascos complets. Donc, la variabilité du virus, elle est incroyable. Alors, on se dit, mais si on pouvait avoir des anticorps qui protègent contre tout, eh bien, le plus extraordinaire, c'est qu'ils existent, ces anticorps. On les a identifiés déjà depuis, disons maintenant 15 ans, mais plus récemment, depuis 5-6 ans, on en trouve de plus en plus parce qu'on a des méthodes beaucoup plus perfectionnées pour analyser les réponses du système immunitaire, et on trouve des anticorps qui sont à très large spectre de neutralisation, c'est-à-dire qu'ils arrivent à neutraliser entre 60 et jusqu'à 90% de toutes les souches de VIH qui existent qu'on a au laboratoire. Alors c'est évident que si on arrivait à faire un vaccin qui induise ce type d'anticorps, eh ben ça y est, on aurait gagné. Malheureusement, pour l'instant, on ne sait pas faire ça. Et je vais vous montrer tout à l'heure un moyen possible de contourner la difficulté. Dernier point, but pour le futur, c'est créer des vaccins thérapeutiques. Le problème, c'est que jusqu'à maintenant, tous les vaccins sont fabriqués à titre préventif, utilisés à titre préventif, pour induire une immunité protectrice contre une infection ultérieure éventuelle. Et là, c'est pas le cas. Là, si quelqu'un est malade, si quelqu'un est porteur d'un virus dans les maladies chroniques, est-ce qu'on pourrait essayer de renforcer son système immunitaire en le vaccinant, faisant donc un vaccin thérapeutique? Même chose contre les cancers, même chose contre les maladies métaboliques, les maladies neurologiques comme Alzheimer, etc. Il y a beaucoup de choses. Pour l'instant, beaucoup de wishful thinking, mais quand même, je pense que le futur va voir ça. Et puis alors, il y a un 4e but, c'est créer des vaccins qui ne sont pas contre des agents infectieux, mais qui permettraient de se libérer des addictions. Il y a un vaccin cocaïne, couplé à la choléra-toxine, qui est en cours d'études cliniques. Il y a un vaccin morphine, qui a donné des résultats prometteurs chez Animal. Il y a un vaccin héroïne, qui est aussi au même stade de développement. Et enfin, un vaccin nicotine, qui est assez avancé. Il est en fin d'études cliniques, en fin de phase 3. Donc ces vaccins vont voir le jour dans un futur relativement proche. Alors, avant de passer à la conclusion, je voudrais vous montrer ça. Les vaccins thérapeutiques, et plutôt de passer, comment pourrait-on passer du vaccin à la thérapie génique? Je reviens donc au cas du VIH, avec le fait que
les anticorps neutralisant un très large spectre d'activité, qui sont capables de neutraliser donc l'infectivité à un très grand nombre de toutes les souches de VIH connues. On ne sait pas malheureusement aujourd'hui développer un vaccin capable de les induire. Alors du coup, il y a eu une idée assez géniale, c'est de se dire, mais au fond, puisqu'on a ces anticorps à large spectre de neutralisation, on a les gènes correspondants, la chaîne lourde, la chaîne légère. Prenons ces gènes d'un anticorps et puis insérons-les dans un vecteur. Et ce vecteur, on va l'injecter au patient, même pas au patient, au volontaire. Et du coup, le volontaire va se mettre à synthétiser la chaîne lourde et la chaîne légère qui vont se combiner et ça va faire un anticorps à large spectre de neutralisation. Dans des modèles murins, souris humanisées, ça marche formidablement. Dans les modèles de singes, simiens, pardon, ça marche très bien aussi. Alors le problème, c'est est-ce qu'on va faire ça chez l'homme ? C'est un petit peu embêtant d'imaginer qu'on va induire peut-être une protection pour la vie, mais à condition qu'il y ait un vecteur qui s'exprime pendant toute la vie de la personne. Et c'est là où la FDA, pour l'instant, n'a pas donné l'autorisation de faire des études cliniques. Par contre, les Anglais, eux, ont donné l'autorisation, et les études cliniques ont débuté en Angleterre. Il y a déjà eu une phase 1, pas de problème. J'espère qu'il va y avoir une phase 2 et que ça va continuer. Donc vous voyez quand même, on est loin des vaccins, mais c'est quand même intéressant. Alors, conclusion, de très nombreux vaccins sont appelés à voir le jour dans un futur proche, mais certains sont plus difficiles, comme le VIH, ça va nécessiter certainement plus de temps. La mise au point des nouveaux vaccins aujourd'hui est malheureusement une entreprise longue, difficile et très coûteuse, à cause de la recherche du risque zéro et du principe de précaution. Il y a des réglementations horriblement contraignantes. Et c'est une évidence que de dire que ni le vaccin rabique de Pasteur, ni le BCG de Calmette et Guérin, ni le vaccin polio-oral de Sabin ne pourraient exister aujourd'hui avec les règlements qu'il faut respecter. Alors, deuxième conclusion, haute difficulté du développement. On connaît mal les corrélats immunitaires, les modèles animaux sont imparfaits, mais surtout, la lourdeur, le coût et la complexité des études cliniques. Je vous ai cité les études de phase 3 des vaccins rotavirus, diarrhée enfantine. 70 000 enfants ont été testés. Pour les vaccins papillomavirus, 25 000 femmes. Vous imaginez ce que ça représente de devoir suivre 25 000 personnes, la moitié va être vaccinée, l'autre pas, tout ça en double aveugle, donc vous ne savez pas vous avez affaire, à qui vous avez affaire, etc. 25 000, c'est un chiffre énorme. Alors, cela dit, les bénéfices de la vaccination sont absolument évidents, on en a déjà parlé plusieurs fois, donc je vais passer assez vite. Je vous rappelle que la variole a été éradiquée dans les années 70, mais que l'éradication de la poliomyélite est assez proche. Et en fait, le virus, il y a 3 virus de la polio. 1, 2, 3. Le virus 2, il est déjà éradiqué depuis l'année dernière, officiellement. Le virus 3, il est en cours d'éradication. Il n'y a plus de cas de polio 3 dans le monde aujourd'hui, mais il faut attendre un certain temps pour vérifier que c'est bien comme ça. Et il ne reste que le type 1 qui malheureusement persiste dans les pays dont nous parlait tout à l'heure Anne-Marie, le Pakistan et l'Afghanistan, pour des raisons malheureusement, disons, religieuses, entre guillemets. Deuxièmement, des vaccins comme Hib, pneumo ou Meningo, ils ont éliminé pratiquement toutes ces maladies des pays industrialisés, et on pense qu'ils devraient permettre de prévenir plus de 1 million de morts d'enfants dans le monde lorsqu'on aura généralisé leur utilisation. De même, la diarrhée à rotavirus, ça tue 500 000 jeunes enfants tous les ans dans le monde. Les vaccins sont peu à peu implantés dans les pays en développement et quand la vaccination va être généralisée, on pense qu'on sauvera 500 000 vies. Alors, je vous rappelle que les maladies de l'enfance, elles ont disparu de nos pays. La diphtérie, la rubéole, les oreillons, etc. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les parents, maintenant, disent « Mais pourquoi vacciner l'enfant ? Il n'y a plus la maladie. » Et j'ai aussi rappelé la rougeole, si l'on respectait le calendrier. Alors, simplement pour qu'on soit bien convaincu de la chose, regardez juste une statistique. Il y en a des dizaines et des dizaines. Mais voilà,
en 1952, aux États-Unis, la poliomyélite faisait 21 269 cas officiels. En 1991, il y a eu 5 cas. Aujourd'hui, il y a 0 cas. Diphtérie en 1921, 206 939 cas. En 1991, 2 cas. Et aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a un cas. Coqueluche, c'est un peu moins bon, mais enfin quand même, on passe de 265 000 à 2500, ça fait 1%. Et le tétanos, 1560 à 46. Donc, les statistiques, elles sont absolument formelles. Alors, je vous rappelle d'autre part que la variole, c'était le premier vaccin développé. On en a déjà entendu parler en 1796. Je crois d'ailleurs que c'est la même diapo que tu as présentée tout à l'heure. Ça a été éradiqué en 1977. Et poliovirus type 2, je l'ai mentionné. Peste bovine, je voulais mentionner aussi. Alors, la dernière conclusion, c'est que c'est pas tout de développer des nouveaux vaccins. Encore faut-il qu'ils soient utilisés par ceux qui en ont le plus besoin. Il y a des problèmes logistiques, des problèmes politiques, des problèmes budgétaires, d'où la nécessité d'une aide internationale. Par exemple, Gavi fait très très bien les choses. C'est une agence dérivée de la Fondation Gates. On se heurte beaucoup, trop souvent encore, comme l'a mentionné Anne-Marie, à des obstacles culturels ou religieux, l'éradication de la polio. On va descendre les vaccinateurs, en Afghanistan ou en Pakistan. Le rôle parfois négatif des médias, il y a eu toute une histoire en Inde quand ils ont voulu vacciner contre la céphalite japonaise, je ne sais pas pourquoi, des journaux sont partis dans des campagnes anti-vaccinales épouvantables. Et puis la propagation de rumeurs sans fondement scientifique. Rappelez-vous, le vaccin hépatite B, la sclérose en plaques. En Angleterre, c'était le vaccin rougeole qui donnait l'autisme, etc., etc. Alors, il n'empêche que la vaccination, c'est la mesure de santé publique la plus merveilleuse du siècle dernier et sans conteste, celle qui a le plus de bénéfices par rapport au coût. Voilà, je vous remercie.